ce lancement de discussion. Merci. Merci à la chère Centre de travail social de m'avoir invité, d'avoir écouté beaucoup d'attaques et du travail qui a été fait dans l'équipe. Alors, en fait, moi, mon intention, c'est de présenter rapidement l'enquête qu'on a faite sur, à travers les chiffres de l'administration fédérale de la fiscalité, sur ce qu'est la répartition de la fortune. Donc la fortune, ça nous intéresse parce que ce sont des stocks, ce ne sont pas des flux, des revenus, mais ce sont des stocks qui restent et qui s'accumulent. Alors comment est répartie cette richesse dans le canton, comment elle a évolué sur une dizaine d'années, et que ce soit en Suisse et à Fribourg. Ensuite, moi je voulais juste, à partir de là, vous présenter un regard croisé un peu entre un historien, peut-être vous en avez déjà parlé dans vos cours, qui a écrit une histoire des inégalités depuis l'âge de pierre jusqu'au XXe siècle, c'est la moitié du temps. Pour des raisons de voyage, on l'a partagé en deux. Voilà, de Walter Schelder, donc, qui est à l'université de Stanford, qui est plutôt un historien de la civilisation antique, donc pour ça, lui remonte très loin dans le temps pour voir déjà comment étaient réparties les richesses et qu'est-ce qu'il en tire comme conclusion. Ensuite, un regard croisé avec une étude qui remonte à 2010, qui, avec les confrères de chez vous, donc le professeur Louis Madère et ses collaborateurs scientifiques, Schilliger et Gangash et Aratman, je prononce bien, voilà. Et puis, on va croiser aussi de deux économistes qui sont à la pointe de ce combat. Thomas Piketty, je crois que vous avez tous entendu parler, vous avez même lu son livre sur le capital du XXIe siècle, ou capital de l'idéologie, donc qui lui a beaucoup étudié aussi, depuis le XVIIe siècle, l'évolution des égalités et inégalités, et Frédéric Lordon qui a un autre point de vue. Donc voilà, j'aimerais juste vous offrir ces regards croisés sur cette situation. Alors, d'abord, on va commencer par la situation à Fribourg. Non, pardon, en Suisse, et on va regarder plus objectivement donc l'évolution de la fortune au cours des 10 dernières années qui était disponible. On prend les années en fonction de ce qui est disponible au niveau fédéral. Donc en 2021, c'était les années disponibles. Voilà. Et on s'aperçoit que voilà, 23% de la population reste sans fortune. On a des nouvelles qui sont réjouissantes. D'un côté, en une décennie, on voit qu'on a produit en Suisse une augmentation, on passe de 1 348 à 1 999 milliards, on est donc, on augmente de 48% la richesse dans notre pays. Ça, c'est une chose qu'il faut saluer. On a un autre point qui est intéressant, vous voyez ici, c'est la sortie entre deux époques, entre 2017 et 2016, on a moins 3% de gens qui sortent de la zone sans fortune. Donc ça, c'est des points qu'il faut soulever, surtout qu'entre deux, la population a augmenté de 13%. Donc là-dessus, il y a à se réjouir de ces phénomènes. Par contre, ce qui est un peu plus questionnant, c'est comment cette richesse est redistribuée à l'intérieur des cadres les plus riches. Et on voit que pour les gens qui ont entre 50 000 et 0, ils augmentent leur richesse de 12%. À contrario, ceux qui ont plus de 10 millions ont augmenté de 80% leur richesse. Alors, évidemment, il y a toujours un phénomène, il faut regarder ce qui se passe avec le nombre de
vraiment, c'est un autre. Voilà. Ça me semblait important de venir. Alors maintenant, on va s'arrêter sur le panneau donc, en 2017, donc au niveau suisse. Où en est-on? Ben voilà, on a d'un côté, vous voyez, plus de 50% qui se partagent 1,4 de la richesse. De l'autre côté, on a 0,32% qui ont si on additionne les deux, à 6 points et quelques, on a plus de 2 tiers de la richesse qui est concentrée ici. Ce qu'on pourrait appeler la classe moyenne se retrouverait ici avec 30% plus 40% de la population qui se partage 30% des richesses. Donc, ce qui donne aussi, on peut le voir autrement, possédant et ne possède rien, ce qu'on appelle une célèbre coupe de champagne qui monte comme ça dans l'eau, où on voit que, on répète les mouvements, mais au moins on saisit bien les écarts qui se sont produits. Voilà. Alors pour le canton de Fribourg, on répète l'opération, c'est-à-dire que un tiers de la population et un peu plus, 33% reste sans fortune. Par rapport à 2007, le nombre de gens qui sont sortis est 4 fois moins qu'au niveau national, donc il y a 0,7 de moins de personnes qui sortent de la pauvreté, on dirait, absolue. Et puis on a une répartition qui se fait avec des groupes. Vous voyez, le moins 58 qui augmente de 17% et celui entre 500 000 et 2 millions qui est à 62%. Donc là aussi, on voit que l'augmentation de cette richesse est distribuée de manière inégale. Donc ce qui fait que maintenant, si on revient, on poursuit sur Fribourg actuellement, on a donc, on se retrouve avec 6,6% de la population qui concentre 67% de la fortune, et on a 66% qui se partagent 3% de cette même fortune. Donc ça, là-dessus, on est clair sur l'énormité de la chose, parce qu'après, ce qui va nous rester, c'est que 27% des contribuables restent avec 29%, et donc se situerait dans ce qu'on pourrait appeler une classe moyenne. Ce qui nous donne aussi en tableau des possédants, voilà, une structure. Quelquefois on la connaît pour les pays du tiers-monde et tout, mais en fait, il faut quand même se douter qu'on est à Fribourg maintenant et que peut-être vous aviez une autre image de la répartition. Voilà. Donc là, ce qui m'intéresse maintenant, c'est que ici, il faut juste encore expliquer que ce sont des valeurs minimales. C'est-à-dire qu'au niveau de la fiscalité, on n'est pas pris en charge les fortunes du troisième pilier. Sur les valeurs de l'immobilier, on est sur des valeurs fiscales et pas sur des valeurs vénales. Donc, il y a des écarts qui sont beaucoup plus importants que ceux qui sont notés ici en termes de fortune. Et évidemment, on ne compte pas l'argent qui est placé à l'extérieur pour certains qui peuvent optimaliser l'impôt aussi de cette ligne. Je voudrais juste rappeler, puisque ça c'est par exemple qui tient compte aussi une statistique qui donne des noms, mais qui tient compte de ces phénomènes, et du coup on arrive avec deux familles
qui cumulent non pas des millions, mais des milliards. Donc on a deux familles qui sont une autour de 7 milliards et l'autre de 5 milliards. Donc c'est la situation actuelle. Alors, du coup, être riche et demeurer riche, ça s'explique comment? C'est-à-dire que si on sait par exemple au XVIIe siècle, au XVIIIe, les patriciens concentraient aussi une grande forme de richesse, qui était à peu près équivalent, 70-80% des immeubles. Et très certainement, si on reprenait les 185 noms qui sont dans les quelques pourcents ici, on retrouverait très certainement de ces noms patriciens qui pourraient aller. Alors, Piketty, lui, il explique ça en disant, ben voilà, en fait, depuis le XVIIe siècle, le taux de rendement des placements financiers, c'est-à-dire les intérêts, les loyers, les dividendes, se situe autour de 4,5% en moyenne par an. Alors que le taux de croissance économique se situe à 1,5%. Donc, la redistribution de cette croissance économique est redistribuée en salaire. Donc, du coup, on voit que, évidemment, chaque année, les inégalités, sur un cycle long et moyen, augmentent pratiquement sans rien. Ce qui signifie que si vous naissez riche, vous avez de grandes chances de le rester. Et c'est principalement en fait par le bon mariage, comme on disait à l'époque, ou l'héritage qui permet d'accéder à ce cercle très fermé de la micro-société composée des ultra-riches, qui sont les 1%. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que maintenant, si on regarde ce rapport social qui se crée, cette micro-société consacre à la fois un capital économique, ce patrimoine économique qu'on vient voir, un capital social, c'est-à-dire un réseau de relations influents, un capital culturel, c'est-à-dire un comportement social adapté et des diplômes, et un capital symbolique. Ce capital symbolique, c'est ce qui est le religieux, le culturel, l'artistique ou l'associatif. Ce qui, une fois cumulé, renforce davantage les inégalités d'un point de vue et donne à cette minorité un pouvoir qui est surdimensionné sur le monde politique et médiatique. Alors, ce ne sont pas des gens qui vont rentrer en politique, mais qui vont, à travers leur milieu d'influence, influer sur la vie quotidienne des gens. Et on pourra en parler après, mais pour moi, c'est un vrai danger démocratique. On sait, d'autre part, que ces personnes fortunées peuvent placer leur argent à un taux plus élevé que vous et moi, en tant que petit épargnant. Donc déjà ça, la récolte devient rapidement un rapport social de domination. Ceci se développe encore davantage des inégalités. La concentration démesurée des privilèges procure à une minorité un pouvoir surdimensionné, et donc il s'agit vraiment d'une atteinte. Alors, sur l'histoire longue, maintenant j'aimerais intervenir sur ce livre. Qu'est-ce que nous dit ce livre? D'abord, il nous met en garde sur coefficient de Gini, qu'on utilise en général, qui échoue à restituer la part des revenus les plus élevés, le taux d'extraction semble plus pertinent. Ensuite, comme on a dit, les fonds extraterritoriaux non déclarés viennent gonfler ces inégalités. Donc, il nous prévient sur les standards utilisés. Et dans son constat historique sur les inégalités, en fait, il dit voilà, les inégalités, en temps de paix, les inégalités ont tendance à augmenter. Et il va falloir, lui, il observe au cours de ces 2000 ans qu'il résumé, quels que soient les continents, donc quelles que soient les époques, il dresse un bilan en disant bon voilà, en gros, même s'il n'y a pas de déterminisme, il y a 4 facteurs clés qui permettent de noter à travers l'histoire des phases de rééquilibrage
du revenu entre les gens. Quelles sont ces phases? Il y a d'abord, il note d'abord les épidémies fortes qui mettent à mal la population et qui redistribuent les cartes. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend l'exemple de la peste, je vous rappelle que vous en aviez parlé aussi dans un de vos cours, à la peste en Angleterre, qui, tout à coup, les bras manquent et les gens qui étaient en droit sous forme de servage essayent de profiter de la situation pour dire voilà, il y a moins de bras, donc je vais augmenter les salaires et tout. Et au bout d'un moment, le régime est obligé d'intervenir en disant non, non, mais ça ne va pas du tout. Vous êtes lié à votre seigneur, vous ne bougez pas, sinon c'est la peine de mort. Enfin, voilà. Donc on recadre ça, mais là ce sont des phases donc importantes. Première chose, les grandes épidémies. Deuxième chose, les guerres, mais pas n'importe quelle guerre, des guerres de masse, où on massacre des millions de gens, et ce qui va obliger les gens à financer. Donc, par exemple, si on prend la première, il y avait, si on reprend juste l'exemple de la Première Guerre mondiale, avant 1914, il y a une concentration énorme des richesses. On est à 80-90% des immeubles dans Paris qui appartiennent à 10% de la population. Mais avec la tension et tout, on est obligé d'introduire des impôts progressifs sur les fortunes pour pouvoir financer la guerre. Et que donc, du coup, on ramène les grandes fortunes à moyenne fortune pour pouvoir financer la guerre. Donc lui, il note, c'est la deuxième grande catégorie qui oblige en fait ces changements. Troisième catégorie, c'est l'effondrement de l'État, c'est-à-dire que l'État n'est plus en demeure d'être opérationnel, donc c'est un peu comme un effritement, et à ce moment-là aussi, on va retrouver de l'équilibre au niveau de l'égalité. Et puis après, évidemment, ce sont les révolutions, mais pas n'importe quelle révolution, les révolutions les plus meurtrières et les plus jusqu'au-boutistes qui vont remettre encore de l'égalité. Par exemple, si on parle de la révolution communiste de 1917, si on prend la répartition des richesses sur les arts, et puis 4 ans après, on voit qu'effectivement, il y a eu des changements dans la répartition. Alors aujourd'hui, les inégalités sont telles que même des mesures, d'après lui, même des mesures de ce style ne renverseraient que très partiellement les inégalités. Il dit aussi la différence, c'est que les guerres aujourd'hui ne sont plus des guerres de masse. Donc, la forme des guerres qui a influencé technologiquement ne reproduirait certainement pas les mêmes effets. La révolution, qui est transformative, est devenue archaïque et les révoltes actuelles ne permettent pas de réduire de manière significative les inégalités. Seules les révolutions, comme on a dit, les plus merveilleuses sont arrivées, et ces révolutions étaient enracinées entre deux guerres et dans des passés très mouvementés, parce que ensuite les autres mouvements ultérieurs n'ont pas amené autant d'égalisation. La faillite de l'État et l'effondrement des systèmes sont devenus extrêmement rares et sont concentrés plutôt en Afrique centrale et au Proche-Orient. Donc la faillite de l'État s'accompagne souvent de guerres civiles, mais généralement pas d'une réduction des inégalités. Enfin, les grandes épidémies, les risques potentiellement catastrophiques est loin d'être négligeable, mais il faudrait des centaines de millions de morts à travers le monde en termes d'échelle pour rapprocher les grandes pandémies du passé, soit la grippe espagnole ou la peste. Donc, il n'est pas certain qu'une mortalité massive nivellerait des inégalités de revenus, comme ce fut le cas dans les sociétés agricoles. Voilà. Donc, ces 4 facteurs ont disparu, ils ne devraient pas réapparaître de sitôt. Il y a cependant toujours une raison première de transformation sociale, et elles ne sont pas toutes identiques, mais elles avaient une racine commune de bouleversement massif et violent de l'ordre établi. Tout au long de l'histoire, les compressions périodiques provoquées par la guerre de masse, la révolution, la faillite et les grandes pandémies ont surpassé les événements obtenus en matière pacifique. L'histoire ne se réinvente pas, donc ne décrit pas l'avenir.
Et donc, les perspectives d'une répartition plus égale sont très mauvaises. Alors lui, il finit vraiment avec pas nous donner trop de morale. Et nous qui attachons de l'importance à la réduction des inégalités économiques, nous devons savoir qu'à de très rares exceptions, elle n'a jamais vu le jour autrement que dans la douleur. Voilà, il termine un peu sombre, en disant ça va pas être simple tout ça. Alors de là, donc, voilà, on fait sur le temps long, on voit qu'il y a des moments, mais ces moments sont extrêmement douloureux et très certainement ne produiront pas aux échelles qu'on a vues. Deuxième chose, c'est, je reviens vite à l'étude du professeur Madère de l'Université de Bâle, qui avait donc en 2010 étudié un peu. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient constaté dans leur étude? C'est que pour être vraiment considéré comme riche, il faut au moins 30 millions de fortune, et puis qu'on est vraiment le club des super riches à partir de 100 millions. On est tellement à côté de la plaque en pensant le riche, c'est celui qui est au coin de la rue et qui a son petit chalet ou sa maison. Celui-là, il n'est pas dans la cour, il n'est pas invité lorsqu'on observe de plus près la situation financière comme on vient de le faire. Pour beaucoup de gens, richesse et pouvoir vont de pair. Alors, l'étude, on leur demande si ça se confirme. Et puis, sa collègue, Sarah Schillinger, dit tout à fait clair, posséder le capital signifie avoir du pouvoir. En Suisse, les riches n'occupent pas forcément des places qui confèrent le plus de pouvoir. Le pouvoir peut être aussi s'exercer au travers des milieux d'influence et de différentes organisations. Et puis, Uli Madère nous dit aussi, j'ai parlé avec des présidents de banque et je me suis aperçu qu'il existe des stratégies ciblées et très élaborées de manière à informer si bien les politiciens que l'on en retire soi-même des bénéfices. J'ai ainsi eu l'impression que le pouvoir est abordé de manière tout à fait ciblée. Je suppose que cet exemple ne pourrait être que la pointe de l'iceberg. Il y a aussi d'autres questions. Est-ce que les riches même m'ont demandé comment il se fait qu'une majorité de la population soit favorable à l'abolition de l'impôt sur les successions, un impôt qui pourrait pourtant être utile à 80% des gens. Ce sont des gens très riches qui ne comprennent même pas comment on arrive à faire voter dans un canton la population contre là, parce que c'est en fait contre leurs propres intérêts. Ça, je trouvais ça un peu piquant. Et alors après, sur l'origine de la fortune, après ils vont encore plus loin. Bien que la Suisse ne possède pas de ressources naturelles dignes de ce nom, elle est un pays riche. Est-ce la récompense de la ponctualité, de l'ardeur au travail, de la parcimonie suisse? Sarah Schillinger dit, de mon point de vue, sûrement pas, d'un point de vue historique, même si elle n'a pas été une puissance coloniale, la Suisse est enrichie grâce au colonialisme. Il y a eu beaucoup de Suisses qui ont profité de la spoliation des ressources dans les pays du Sud. Par ailleurs, depuis qu'elle existe, la Suisse n'a pratiquement pas été touchée par les guerres, étant donné qu'elle a été préservée de la plupart des conflits. La richesse présente ici une grande continuité. Si l'on compare la situation, par exemple, avec l'Allemagne ou avec la France. Enfin, l'implantation de nombreuses multinationales, évidemment, Nestlé, Novartis, contribuent à tout ça. Les dépenses sociales aussi ont augmenté, mais en fait, par rapport au PIB, d'après ces experts, ce n'est pas le cas. Donc ça aussi, pour eux, c'est un souci de décrochage un peu que fait l'économie par rapport à l'état social. Et puis, dans les conseils, maintenant on leur demande un peu qu'est-ce qu'il faudrait faire. C'est intensifier la progressivité de l'impôt, ça on va le voir, c'est une traîne qui revient sans arrêt.
intensifier la progressivité de l'impôt sur la fortune, établir un impôt généralisé sur les successions, de recommander aussi des formes de rééquilibrage social, comme les salaires plus élevés pour des bas revenus. Nous devons faire davantage de rééquilibrage social. La fracture sociale, c'est beaucoup plus élargi que ce que nous considérons comme possible. Pour chercher l'évolution actuelle est très problématique. Quel niveau, il pose une question à la fin, jusqu'à quel niveau de richesse une société peut-elle supporter si l'enrichissement continue d'être aussi unilatéral? Là, c'est la question de ces sociologues. Ensuite, je vais aller vite, entre Piketty et Frédéric Lordon, parce que je crois que c'est les deux économistes qui ont le plus travaillé sur ces questions d'égalité et qui l'ont fait très sérieusement. Alors, il y a deux points de vue qui vont, je vais essayer de les mettre côte à côte, mais pour Thomas Piketty, le capitalisme, c'est l'extension de la propriété, de la grande propriété industrie et de la finance internationale, avec des enjeux de pouvoir au sein de la définition de la propriété. Il faut concevoir d'autres modes de propriété et de pouvoir pour lui. Les crises pour lui sont nécessaires mais pas suffisantes. Les trajectoires dépendent d'un rapport de force avec des idées et des projets concrets proposer de nouveaux modes de relations sociales, fiscales et de régulation en Europe. Débat sur le monde de changement à faire, c'est ce qu'il propose. Il faut un idéal internationaliste pour bâtir de nouvelles institutions afin de construire des solidarités internationales. Là-dessus, il insiste. Pour lui, le point de bascule qui a mis les inégalités au jour, c'est la libre circulation des capitaux sans régulation, avec le traité de Maastricht, qui est la cause principale de cette fuite des capitaux, mais sans savoir où ils vont, ce qu'ils vont faire et comment on va les taxer, puisqu'à l'époque, ce n'était pas le truc. Il faut donc une taxation sur ces multinationales. Il faut rappeler peut-être, c'est toujours bien de rappeler que l'Allemagne et la France n'ont pas du tout été solidaires, par exemple, à l'époque des problèmes en Grèce, alors qu'eux, en fait, on se rappelle qu'en 1950, la dette après-guerre de l'Allemagne et de la France était de 300%, et on nous dit que justement, en Allemagne, eh bien, on a taxé jusqu'à 90% des propriétés les plus riches pour effacer la dette, et que par contre, en France, alors là, on s'en était plutôt au courant, on a laissé courir l'inflation. En fait, c'est des petits panels qui ont payé l'addition. Donc pour eux, voilà, il faut dépasser, alors pour lui, il faut dépasser la propriété privée telle qu'elle est conçue aujourd'hui. Il faut repartir sur une propriété sociale, c'est-à-dire équitable des droits au niveau de la production, par exemple. Il va proposer deux choses qui me semblent importantes. C'est d'abord la propriété sociale, c'est-à-dire que dans les industries, on fait un peu comme en allemand, c'est-à-dire les salariés prennent le pouvoir avec les actionnaires, quels qu'ils soient, n'ont pas plus que 50% de droit de vote, quel que soit le montant qu'ils mettent en entreprise, et les salariés sont représentés au minimum à 50%. Et voilà, ça c'est ça. Il faut recommencer à donner du sens parce que il faut lutter de manière concrète contre le pouvoir de ces actionnaires qui, en fait, mènent tout. Et actuellement, quelquefois, un actionnaire majoritaire peut décider pour l'ensemble des entreprises et pour des centaines, voire des milliers de salariés. Donc voilà, lui dit qu'il faut remettre ça en question. Et puis que la propriété soit temporaire, c'est-à-dire que jusqu'où on va dans l'accumulation du capital. C'est 100 millions, c'est 1 milliard, c'est 2 milliards, c'est combien pour une famille? Jusqu'où on va? Ou alors c'est illimité et puis on s'en va avec, en espérant toujours avoir plus, donc on freine. Lui il dit, à un moment donné, il faut freiner les choses. Et il faut redistribuer il faut refaire circuler cet argent. Ouais. Il faut les renvoyer vers ceux qui ont rien.
Alors lui, il propose quelque chose d'assez après. Il dit voilà, il a étudié plutôt le système français, adapté au système suisse. Il dit bon, en gros, en moyenne, les gens héritent d'un capital de 200 000 francs en moyenne. Mais cette moyenne est une moyenne, et que 50% des gens n'héritent de rien, zéro, et donc moitié 300, 400, 500 millions. Et qu'il dit voilà, on va donner la possibilité à chacun des 25 ans de recevoir un capital de 120 000 francs, 120 000 euros. Comment on les prend, ces 120 000 euros? On les prend là où il y a de l'argent. C'est-à-dire qu'à partir de 100 millions, ici on taxe les 1%, et ça va jusqu'à 80% de taxation. Donc évidemment, on n'accumule plus, et la circulation, et on ouvre la propriété et on la fait circuler. C'est pour ça qu'il parle de propriété temporaire. Et il rappelle que c'est exactement ce qu'il y avait aux États-Unis de 1945 à 1970. C'est-à-dire que de cette époque-là, on était à 70% pour les grandes fortunes aussi, et qu'il y avait des impôts, et idéalement, voilà, des impôts sur les successions. Au lieu d'attendre que la personne décède et faire un impôt de succession, lui dit on fait un impôt annuel sur la fortune. Chaque année, on vient reprendre et on redistribue. Ça, c'est son point de vue. Je finis avec M. Lordon, j'espère que vous me suivez, ça va encore. On y est. Ok. Alors, bon, là, il y a un gros désaccord, évidemment. Frédéric Lordon lui dit autre chose. Il dit la propriété, c'est pas le capital. Le capitalisme et le capital, c'est un rapport social. C'est pas qui permet de séparer les travailleurs avec des moyens de production et qui sépare du travailleur avec le produit de cette production. Et il rappelle que l'entreprise n'a qu'une vocation unique, c'est la vocation lucrative de la propriété. Ça me semble aussi important. Et donc, il dit en fait, l'usage des moyens de production et de la force de travail en vue de l'accumulation profitable, le capital, c'est un concept, la propriété privée n'est pas le capital. Par exemple, qu'une machine, en fait, elle est capitale quand elle est ressaisie dans le rapport de travail, le rapport social du capitalisme. En prenant l'exemple d'un four à pain, dans une coopérative, pour lui, c'est un outil de travail. Par contre, quand ce même four à pain est repris dans une boulangerie, c'est du capital. Parce que la finalité, c'est justement d'arriver au profit. Alors, la cogestion à la vente, c'est-à-dire ce que propose M. Piketty, pour lui, ce n'est pas la sortie du capitalisme. On ne renverse pas un ordre établi avec le vocabulaire du système. Il faut chercher depuis l'extérieur un point d'appui qui permet de changer le système. Réunir les moyens de production, c'est juste une question de fric. Donc, si on fait du fric, on fait du bel, on a besoin de personne. L'apport du capitaliste, c'est dans le seul but de pouvoir cumuler. Donc, l'actionnariat salarial, c'est une grande arnaque. La manœuvre du néolibéralisme s'efforce de faire oublier le salarié et promeut le consommateur et le petit actionnaire. Donc, en fait, il reproche à Piketty de reprendre les mêmes termes des capitalistes pour manœuvrer à l'intérieur, mais ne rien changer. Puis alors après, il prend encore, là je vais pas aller plus loin parce que vous pourrez emporter, c'est assez documenté. Il reprend, Frédéric Lordon reprend à son compte le modèle de Ferdinand Friot, qui est aussi un de vos collègues, je crois, qui est de Châtellenois, ce que j'ai pu comprendre, et qui est à Paris-Nanterre comme sociologue, c'est juste. Voilà. Donc, voilà. Là, justement, il se trouve qu'il n'y a pas longtemps, on a sorti avec, au niveau national la théorie de Friot qui va encore plus loin dans les détails. Là, vous pourrez regarder. Là, ça me permet, moi, de clôturer ici vos discours et de passer à ce qui, en fait, m'intéresse le plus, c'est-à-dire l'échange avec vous. Voilà. Je vous remercie beaucoup. J'espère ne pas vous avoir perdu en vous. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Alors je propose d'ouvrir la discussion. On y va comme ça, comme vous avez envie. Alors madame, vous avez souhaité prendre la parole. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. La dissertation.